Quoi de neuf, les Vetteurs? C'est Patrick de Vethead aujourd'hui. Nous allons parler de ceci. La psionique est une hypothèse. Vous savez, je sais que c'est un peu à la mode en ce moment d'en parler et les gens revendiquent des interactions psioniques. Je n'ai pas vu le genre d'études scientifiques réalisées qui la valident. Quoi qu'il soit, ils interagissent et modifient l'ADN humain. Eh bien, si à un certain moment donné, ils voulaient nous altérer, nous transformer, nous à ce niveau-là, comme une sorte de genèse, une origine. À ce niveau-là, je veux dire, bien sûr, ils pourraient, disons, mais il faudrait avoir une compréhension totale et absolue de la manière dont l'ADN fonctionne. Le problème, bien sûr, c'est ce que j'ai soulevé, la contagion sociale, en ce sens que vous pouvez influencer les autres et leurs histoires simplement en l'ayant déjà entendu auparavant. C'est pourquoi, par exemple, Jacques Vallée dit « Si vous pensez avoir eu une expérience, ne vous faites pas hypnotiser car vous êtes contaminé par des trucs, vous savez, des choses que vous avez vues à la télévision. Et tout ce que l'hypnose pourrait faire, c'est consolider un faux souvenir. » Bon, Vetter, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime, ça aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas déjà abonné, cliquez sur le bouton d'abonnement, les amis. Bon, alors, de quoi va parler la vidéo d'aujourd'hui? Eh bien, elle va parler de psionique. Vous voyez, le docteur Gary Nolan vient de faire cette interview qui ne reçoit vraiment pas beaucoup d'attention, pour être honnête avec vous. Et c'est vraiment une conversation assez intéressante. Et étant donné que le Dr. Gary Nolan a fait partie de Skywatcher, ses commentaires sur la psionique étaient vraiment intéressants. Surtout que j'ai la bande-annonce de mon prochain documentaire sur la psionique qui sort demain. Alors assurez-vous d'aller y jeter un coup d'œil. Je mettrai le lien en description, d'accord? Et peut-être que quand vous verrez ceci, ce sera déjà sorti. Mais vous savez, je suis à fond dans la psionique en ce moment, n'est-ce pas? J'ai fait tout un cheminement pour me pencher sur le sujet. Alors, entendre les commentaires du Dr. Gary Nolan sur la psionique était vraiment très intéressant et honnêtement, c'est très nuancé. C'est une réponse très raisonnable, très sensée. Et pour être tout à fait honnête avec vous, ce n'est absolument pas ce que j'attendais de sa part. Pause. Et j'ai aussi d'autres extraits. Pause. Parce que pendant cette conversation, le Dr. Gary Nolan a également partagé d'autres réflexions. Pause. Tout comme quelques-uns des autres animateurs qui prenaient part à cette discussion. Pause. Ils ont soulevé des points très pertinents, ont posé des questions vraiment excellentes, et je pense qu'elles provenaient aussi des téléspectateurs. Pause. C'était juste. C'était vraiment, vraiment bien. Alors, nous avons plusieurs points très intéressants à aborder. Mais avant toute chose, commençons par ce que le Dr. Gary Nolan a eu à nous dire au sujet de la psionique. Quelles sont vos réflexions concernant la psionique? Peut-il s'ancrer à la technologie et quelles conversations peuvent-ils avoir? Et comment cela se rapporte-t-il aux données d'IA et à l'hypothèse du système de contrôle? Eh bien, alors, la psionique est une hypothèse. Vous savez, je sais que c'est un peu à la mode en ce moment d'en parler et que des gens affirment avoir des interactions psioniques. Et mon hésitation, c'est que je connais des gens qui prétendent avoir cette capacité. Je n'ai pas vu le genre d'études scientifiques réalisées qui la valident. Or, je connais des gens qui affirment pouvoir le faire de manière régulière. Et je sais que les gens qui le prétendent sortent et le font. Alors, c'est une hypothèse qui doit encore être, du moins, confirmée à un niveau tel que je sais que je pourrais en parler, je pourrais en discuter avec un autre de mes collègues, vous savez, dans mon domaine, et lui dire « Hey, tu devrais vraiment jeter un œil à cet article qui vient tout juste d'être publié à ce sujet. » Bon, alors ça, c'est vraiment super intéressant. Il ne fait que l'appeler une simple hypothèse. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il a tort ou raison. C'est lui l'expert le plus intelligent, pas moi. Mais si l'on considère simplement sa connexion avec Skywatcher, il connaît des personnes qui l'ont déjà fait. C'est Skywatcher, non? Il a fait partie de Skywatcher, a parlé avec eux, puis il est apparu dans certaines de leurs vidéos, et elle ne parle que d'atouts psychiques. C'était ça, leur truc, non? Pour sortir, utiliser des atouts psioniques pour invoquer des ovnis, puis utiliser un monsieur du nom de James Fowler a employé sa technologie pour ensuite, en quelque sorte, vous savez, les faire apparaître également. C'était un peu comme un sifflet à chien. Donc, je suppose que c'était un mélange, et ensuite, il fallait capturer tout cela en vidéo. Et en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il n'a encore rien vu qui, vous savez, l'est vraiment convaincu.
Le docteur Nolan était présent à ce moment-là et c'était là son point de vue sur les événements. Pour ma part, je n'ai absolument rien aperçu, que ce soit dans le ciel ou bien sur le terrain. Mais ce que j'ai pu observer, c'était la présence d'un individu qui, alors qu'il était en train d'essayer d'appeler un objet de ce type, précisément à l'instant même où il affirmait être en pleine interaction avec quelque chose, l'individu qui se trouvait sur le toit et qui était équipé de caméras a bel et bien aperçu quelque chose. Lorsque nous avons examiné ce qu'avait vu la personne qui se trouvait sur le toit, quelque chose est apparu. Je veux dire, c'était très bref, mais ce n'était manifestement pas un simple insecte. Et donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai une personne qui prétend être en train de réaliser une action quelconque. Il était tout à fait évident qu'il se trouvait dans un état de grande détresse au moment même de cette interaction supposée. Et à cet instant précis, quelque chose est aperçu. Qu'avez-vous? Vous avez une corrélation. Et vraiment, tout le monde se demande avec insistance ce que Skywatcher a bien pu faire pendant tout ce temps, n'est-ce pas? Parce qu'ils étaient soi-disant dans ce genre de données, vous savez, pas en train de les collecter, car c'est ce que toutes les études de terrain faisaient, mais plutôt d'analyser toutes ces données, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils font depuis si longtemps, parce qu'ils sont restés si discrets, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas. C'était juste intéressant d'entendre le Dr. Gary Null dire ça, pour être honnête avec vous. Et si je peux être tout à fait honnête, j'aimerais beaucoup interviewer le Dr. Gary Null à ce sujet, plus précisément, bien sûr, et d'autres sujets qu'il a abordés. C'est vraiment quelqu'un de formidable avec qui discuter. J'ai vu tellement d'entretiens avec lui et j'aimerais tellement lui poser une multitude de questions, vous savez. Il semble très ouvert et il veut parler des choses et ça, je l'apprécie. Et il est, vous savez, extrêmement intelligent et ce qu'il a accompli pour la recherche sur le cancer est d'un niveau inégalé. Si il n'avait fait que ça dans sa vie, il mériterait un prix Nobel de la paix. C'est un honneur, non? Je veux dire, le nombre de vies qu'il a sauvé grâce à ses recherches sur le cancer est, je veux dire, c'est tout simplement incomparable, n'est-ce pas? Donc, mais ces remarques ici sur la psionique n'étant, je le répète, qu'une simple hypothèse, et cela n'ayant pas encore été prouvé, ce n'est pas quelque chose qu'il présenterait à ses collègues. Encore une fois, je ne dis absolument pas que je ne suis pas d'accord avec cela. Je suis en fait tout à fait d'accord avec ça. Mais je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il prononce ces mots, surtout si l'on considère son lien étroit avec Skywatcher. Je veux dire, vous avez bien entendu ce que Ross Coulthard a récemment déclaré au sujet de Skywatcher. Nous avons Ed. Bonjour Megan, c'est Ed qui vous parle depuis la Nouvelle-Zélande. Pourrais-tu s'il te plaît demander à Ross s'il est au courant de ce qui se passe avec Skywatcher? Initialement, Jake était assez catégorique sur le fait que nous verrions beaucoup de choses au cours des 6 à 12 premiers mois, mais il semble que tout soit devenu silencieux sur ce front. Et puis, il y a quelques instants, j'étais sur X et Yann vient de me poster, il dit « Je suivais Jake Barber et peut-être que c'est moi, mais je ne le trouve plus sur Twitter. » Et j'ai aussi remarqué que la page Twitter de Skywatcher n'a plus de publication ni de mise à jour. Et y a-t-il quelque chose qui se passe? Ouais, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ou une raison à ce silence étrange et inquiétant? Et j'ai dit « J'allais te le demander. » Et puis Yann m'a répondu « Ouais, j'ai trouvé Jake. » Son dernier message était un repost, encore un en octobre. Le dernier message de la page de Skywatcher était en août. Le relance s'est arrêté net. Ça te fait bizarre? C'est vraiment étrange et je ne sais pas ce qui se passe. On m'a dit officiellement que Skywatch a dépassé la phase d'enquête sur le terrain et qu'ils font maintenant de l'analyse de données. Ce qui, je dois dire, a été une surprise pour certaines des personnes à qui je parlais au sein de Skywatcher. Elles pensaient que les études sur le terrain allaient se poursuivre. Cela pourrait avoir un lien avec le fait que James Fowler a cessé de travailler avec Skywatcher et il fournissait une grande partie de l'équipement technique qui permettait la surveillance et l'enregistrement vidéo des phénomènes, y compris la détection et le suivi, et évidemment l'attraction utilisant le soi-disant sifflet à chien. Je serais en train de spéculer, je n'ai pas parlé à Jake récemment. Je vais le contacter. Je vais lui demander ce qui se passe. Je suis au courant de certaines choses qui se sont passées concernant Skywatcher dont je ne peux pas parler. J'aimerais pouvoir en dire plus. Mais en gros, la dernière fois que nous avons eu de leurs nouvelles, l'explication officielle était qu'ils étaient à l'étape de l'analyse des données. Et oui, je pense qu'il est grand temps que nous ayons une mise à jour. Et regardez, pour être honnête, Skywatcher a encore jusqu'en janvier pour la promesse d'1 an qu'ils avaient faite, n'est-ce pas? Ils ont dit que ça a été lancé en janvier, mi-janvier, ou même vers la fin de janvier. Donc, ils ont encore le temps de, vous savez, revenir sur le devant de la scène. Et j'ai le sentiment qu'ils vont se manifester avec la nouvelle année. Je n'en ai pas la certitude, mais j'ai vraiment le sentiment qu'ils le sont. Et Skywatcher est mentionné dans notre documentaire
Ce n'est absolument pas présent dans la bande-annonce, mais c'est bien présent dans le documentaire. Ça, nous en discutons effectivement, car j'ai tenté d'obtenir une entrevue avec Jake Barber pendant toute la durée et je n'y suis jamais parvenu. Il avait proposé de m'emmener potentiellement aux installations de Skywatcher afin que je puisse témoigner de ce qu'il faisait et même participer à certaines des études de terrain. Mais il devait vérifier avec des gens ceci, cela et d'autres sortes de choses. Et ça ne s'est tout simplement pas fait. Et en fait, ils ont tout bonnement arrêté de faire des interviews. Alors, j'ai eu l'impression que ce n'était pas seulement moi. Ils ont tout bonnement arrêté de le faire complètement et toutes leurs, je cite, ressources psioniques sont maintenant livrées à elles-mêmes, faisant ce qu'elles veulent. Je veux dire, j'ai même interviewé Mike Batista, qui était avec Skywatcher avant. Et quand je l'ai interviewé, il a dit qu'il ne pouvait pas parler de Skywatcher à cause d'un accord de confidentialité qu'il avait signé, mais il est toujours là à faire son truc et à promouvoir la psionique avec d'autres personnes, n'est-ce pas? Et j'ai pu l'interviewer pour le documentaire. J'ai mis en ligne une partie de ça sur la chaîne Vetted. Je mettrai un lien ci-dessous pour que vous puissiez y jeter un œil. Alors, c'est ce qui vous a amené à travailler avec Skywatcher. Je sais que je ne suis pas sûr à quel point vous voulez en parler. Je ne peux absolument pas répondre à des questions sur Skywatcher. Vous avez, surtout si la question est formulée de telle sorte que vous mentionnez Skywatcher, je devrais passer outre. Mais vous savez, cet événement professionnel a été un catalyseur qui m'a amené à travailler avec, vous savez, des contractuels militaires en tant qu'atout psionique. Pourquoi vous ne pouvez pas parler de Skywatcher? Je suis lié par des accords de confidentialité avec eux et c'est que je ne suis pas ce n'est pas une interview pour Skywatcher, donc. Vous savez, et il y a beaucoup plus à découvrir dans le documentaire de cette interview car je n'ai pas partagé l'intégralité de l'entretien. C'est juste que c'était vraiment intéressant. J'ai trouvé ses commentaires particulièrement intéressants. Mais regardez, le docteur Gary Nola ne s'est pas arrêté là. Encore une fois, c'est une conversation très nuancée et je n'ai pas encore arrêté mon opinion sur la psionique. En fait, je m'y intéresse même davantage maintenant que je ne le faisais avant de réaliser le documentaire, n'est-ce pas? Alors, écoutons-le ajouter à ce qu'il disait initialement. Mais je vais un peu changer la donne et vous savez, parce que la psionique est souvent mal interprétée comme de la magie ou du charlatanisme. Vous savez, le gros mot, ce mot-là, parce que ça pourrait très bien être de la technologie. Vous savez, et puis, je veux dire, eh bien, imaginez ça comme ça. Nos cerveaux et tout ce que nous sommes, j'interagis avec vous par ondes quantiques. Vous n'êtes qu'une série d'ondes quantiques qui se manifestent par hasard sous l'apparence de Reed, vous savez? Et c'est comme ça que mon cerveau charnel vous perçoit. Et pourtant, nous communiquons par signature quantique ou forme quantique. Maintenant, qui peut affirmer qu'au niveau le plus fondamental de la réalité, là où les quarks et toutes les particules que nous considérons comme formant les atomes et ainsi de suite existent, il n'y a pas d'informations qui circulent en permanence? Qu'une simple manipulation effectuée de la bonne manière, à distance, puisse permettre une détection ou un transfert d'informations. Je veux dire, on sait déjà que ça rend les physiciens complètement fous de savoir qu'on peut obtenir, vous savez, l'intrication quantique. Ça n'a tout simplement aucun sens. Vous savez, je veux dire, ils l'utilisent. Nous utilisons beaucoup de choses que nous ne comprenons pas vraiment. Et donc, peut-être que nous ne comprenons pas encore ce que c'est exactement. Et quelqu'un d'autre a peut-être déjà trouvé la solution. Alors, je le considère comme une technologie. Je ne le vois pas comme de la magie. Mais c'est une technologie que nous ne comprenons pas encore. Et je ne sais pas comment la reproduire pour l'instant. Ce que je trouve personnellement très intéressant, c'est le fait que lorsque les gens affirment posséder de telles capacités, elles semblent se manifester au sein des familles ou se transmettre de génération en génération. Donc, si cela se transmet au sein des familles, cela suggère au moins une certaine prédisposition génétique. D'accord. Et puisque l'ADN est le concepteur fondamental de votre cerveau, déterminant ainsi toute son architecture, alors, ce que l'on pourrait en déduire, c'est qu'il existe une architecture fondamentale inscrite dans le code génétique de l'ADN qui pourrait rendre certains individus intrinsèquement plus capables que d'autres. Oui, c'est tout à fait ça. Oui, je comprends. Ce n'est qu'une simple hypothèse. C'est intéressant, n'est-ce pas? Les familles, vous savez, j'ai moi-même été confronté à certaines de ces situations quand j'étais sur le terrain. Vous savez, j'ai toujours pensé que la psionique aussi était pour tout le monde et je le crois toujours essentiellement. Mais c'est comme dire, vous savez, n'importe qui peut jouer au basketball, mais tout le monde ne peut pas jouer au niveau de Michael Jordan, n'est-ce pas?
ou au niveau NBA, n'est-ce pas? Donc, il pourrait y avoir encore quelque chose. Certaines personnes sont juste plus douées pour ça, n'est-ce pas? Il y a des familles de sportifs. Vous en avez déjà rencontré une en Amérique, n'est-ce pas? Je viens du Texas. Genre, vous rencontrez ces familles de sportifs. Tout le monde dans la famille est juste incroyable en sport. Ils sont issus d'une lignée de sportifs, d'athlètes et de tout ce qui va avec, n'est-ce pas? Alors, ce n'est pas une hypothèse folle. En fait, c'est très raisonnable et c'est fondé sur quelque chose qui existe déjà, que nous connaissons tous dans la vie réelle, n'est-ce pas? Donc, je ne sais pas. En fait, j'ai trouvé cela assez intéressant et vous savez que ce pourrait être simplement une technologie que nous ne comprenons pas, une technologie du cerveau, n'est-ce pas? Et il a raison que les gens considèrent ça comme de la magie, du charlatanisme, surtout avec Psy devant, n'est-ce pas? Parce que dans notre documentaire, Psionic, nous explorons d'autres éléments qui sont liés au domaine du psy, n'est-ce pas? Pas seulement l'invocation d'ordre par la pensée, nous explorons aussi d'autres choses. Certes, l'objectif principal est l'invocation d'ordre par la pensée, mais nous nous intéressons aussi aux ovnis ou à d'autres phénomènes, n'est-ce pas? Mais nous nous penchons vraiment sur d'autres sujets, des personnes ayant des capacités purement mentales. Parce que voyez-vous, au bout du compte, nous ne comprenons pas la puissance de l'esprit, ni même ce qu'est réellement la conscience, donc nous ne connaissons pas ses limites, si tant est qu'elle en est, n'est-ce pas? Et je trouve cela absolument fascinant. Et ce que Gary Nolan vient de dire, je le trouve également très fascinant. Alors, écoutez, nous allons continuer car il y avait encore d'autres choses que le Dr. Gary Nolan a dites et que j'ai trouvées plutôt fascinantes. Je vais glisser une sorte de deuxième question là-dedans. Hypothétiquement, si l'on souhaitait un jour influencer les capacités humaines ou préférer un individu plus intelligent, plus grand, plus petit ou d'une ethnie différente à un autre, comment ce genre d'intervention génétique se déroulerait-il hypothétiquement? Comment devrions-nous considérer cela? Vous voulez dire l'intervention, Oui, alors, il y a, encore une fois, c'est un peu dans l'esprit, dans la gestalt des discussions qu'on a ici, que d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il soit, ils interagissent et modifient l'ADN humain, vous savez. Eh bien, si à un moment donné, ils avaient l'intention de nous modifier à ce niveau-là, en tant que généticien que je suis. À ce niveau-là, je veux dire, bien sûr, ils auraient la capacité de le faire, disons, mais il faudrait posséder une compréhension absolument totale du fonctionnement de l'ADN que nous ne possédons pas à l'heure actuelle. Ce n'est pas comme si vous alliez simplement insérer de l'ADN et juste eux. Vous savez, l'une des choses pour lesquelles on me connaît, c'est d'avoir mis au point le système de transfert rétroviral qui permet de déplacer d'énormes fragments d'ADN, vous savez, dans les cellules. Et toute la thérapie génique humaine avec des rétrovirus se fait en utilisant une technique que j'ai développée avec un autre gars du nom de Warren Perrine dans le laboratoire de David Baltimore il y a des années. Et cela s'ajoutait à quelque chose que ce gars réellement brillant, Richard Mulligan, avait inventé à l'origine. J'ai simplement rendu son système un peu plus rapide, mais l'invention originale, c'était bien la sienne. Ce ne serait pas si grossier, parce que je veux dire, et c'est l'explication que j'utilise souvent, où est le gène pour la construction de nids chez les oiseaux? Il n'y a pas de gène, n'est-ce pas? Il y a plein d'endroits où l'on pourrait modifier le génome pour empêcher la construction du nid, mais la structure de ce qui distingue un type de nid d'un autre est encodée dans l'ADN et commence dès le début de la première division cellulaire, quand l'ADN a une structure différente. Ce ne sont que des gènes qui s'activent et se désactivent. L'ADN a vraiment une structure en 3D. C'est le calcul, c'est le code. Et c'est pourquoi j'ai voulu construire cet instrument que je viens de montrer. Et chaque fois que la cellule se divise, on peut le voir comme un programme qui se déploie dans un nouvel environnement qu'il anticipe, il s'attend à ce nouvel environnement et il construit la structure du cerveau de l'oiseau d'une manière qui permet la construction du nid. Donc, pour que nous puissions concevoir un oiseau qui ferait un nid différent, il faudrait comprendre tous ces éléments. Des processus inconnaissables à un niveau de complexité qui est une super intelligence. D'accord. Donc, si c'est des extraterrestres s'immiscent dans les affaires humaines, ils ne procèdent pas à un grossier épissage de l'ADN. Ils le font ici et là d'une manière qui serait, franchement, pour moi du moins, presque impossible à retracer. C'est vraiment fascinant. Tout à fait. Parce que chaque changement que vous faites, elle a une conséquence potentielle, un inconvénient. Donc, non seulement vous devez changer ce que vous pensez améliorer, mais vous devez considérer toutes les conséquences négatives qui pourraient survenir d'une autre manière.
Ainsi, chaque avantage dans un environnement ou une niche est un désavantage dans un autre. Alors, ça, c'est vraiment fascinant, n'est-ce pas? Rien que cet aspect lié à l'ADN. Et j'ai adoré ce qu'il a dit à propos de où se trouve le génome pour le nid d'oiseau, n'est-ce pas? Pour les oiseaux qui construisent leur nid. Où est-il? C'est tellement, tellement fascinant. Voyez, on ne comprend tout simplement pas tout. Et sa réponse aussi du genre, enfin, vous savez, est-ce que les extraterrestres trafiquent notre ADN? Pour le dire en termes simples, d'accord? Juste du langage de la rue, comme j'aime le dire, parce que certains de ces termes, les gens aiment avoir l'air intelligent et je ne le suis pas. Eux, ils sont intelligents, bien plus intelligents que moi. Mais juste pour toi et moi qui écoutons, hein, on veut juste l'entendre tel quel, n'est-ce pas? Soyons réalistes. Il parle d'extraterrestres qui insèrent des trucs dans votre ADN et vous rendent en quelque sorte différents ou avec des capacités différentes ou qui sait, peut-être des systèmes de suivi. Je ne sais pas. Mais la réponse de Gary Nolan est, eh bien, il faudrait comprendre la totalité du fonctionnement de l'ADN pour vraiment savoir si c'est vraiment ce qui se passe, ceci, cela ou autre chose. Et je suis d'accord avec ça. Encore une fois, vous savez, c'est juste une réponse très raisonnable. Et vous savez, c'est intéressant d'y penser comme une théorie, une hypothèse. On est juste en train de lancer des idées en l'air, les amis, n'est-ce pas? On est juste en train de lancer des idées. Mais je trouve ça vraiment fascinant, cet aspect lié à l'ADN. Est-ce qu'il y a quelque chose dans notre ADN qui sommeille et que nous pourrions réveiller? J'ai rencontré des personnes au cours de mon cheminement personnel avec la psionique qui pensaient cela, n'est-ce pas? Ce qui était intéressant, c'était que tant de personnes différentes pensaient tant de choses différentes sur la psionique, mais le fonctionnement de l'esprit, et elles avaient toutes des protocoles et des approches différents. Et ce qu'elles invoquaient exactement, et c'est, j'ai trouvé ça fascinant. Tout le monde l'envisage différemment. Il n'y a pas de vraie réponse ou de consensus dans la communauté psionique. S'il y en a une, à quel point cette communauté est grande, je ne suis pas sûr. Ah, mais oui, c'est juste fascinant, n'est-ce pas? Pause. Comment notre ADN fonctionne et ce qu'il contient exactement, n'est-ce pas? Pause. Sommes-nous prédéterminés à faire les choses que nous faisons? Pause. Un castor construit un barrage, un oiseau construit un nid. Mais pourquoi, n'est-ce pas? Pourquoi font-ils une telle chose? Pourquoi les chevaux ne se construisent-ils pas de maison? N'est-ce pas? Pourquoi mon chien ne se construirait pas une petite maison ou un nid douillet ou... Tu vois un peu ce que je veux dire? Comme quoi? Faisons-nous des choses de cette nature, des actions pour lesquelles nous serions simplement prédestinés, quoi qu'il puisse arriver. Je trouve personnellement toutes ces questions absolument fascinantes. Et est-ce qu'une partie de tout cela réside dans notre capacité à, vous savez, communiquer par la pensée d'une manière que nous n'aurions jamais imaginé possible, ou bien à développer des pouvoirs mentaux que nous n'aurions jamais cru possible? Pas vrai, je veux dire, dis-moi que tu n'as pas essayé la manipulation mentale Jedi avant, juste pour bouger des choses avec ton esprit. Soyons honnêtes, allez. Tu as sûrement déjà essayé ça. Moi, je sais que je l'ai fait. Très bien. Voici ma coque d'iPhone, d'accord? Je vais essayer de la faire bouger avec mon esprit, d'accord? On a tous déjà essayé ça, le tour de l'esprit Jedi, d'accord? On a tous déjà essayé ça. Voyons ce que je peux faire ici. Qu'est-ce que j'en ai appris? C'est ça, on vient de voir ce que ça donne. Rien ne fonctionne. Je n'y arrive pas, Hadouken, Hadjaga. Il faut juste lui donner, tu sais, peut-être un mot un peu spécial, tu sais. Kelly Clarkson, je ne sais pas. Vous savez quoi? Boum! Badaboum! J'invente des choses. Je dis n'importe quoi là, vraiment, les amis. Ce n'est pas... Je n'y arrive pas. Je ne sais même plus du tout quoi faire. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire, au juste? Tu sais, pourquoi est-ce que j'ai la main levée comme ça? On va juste essayer ça. D'accord. Vous savez ce qui est drôle? Dans ma tête, je suis en train de le soulever. Je le vois bouger dans mon esprit. Aïe, aïe, aïe. Bon, apparemment, je n'y arrive tout simplement pas, mais laissons ça. Coup de théâtre. D'accord. Je pensais que ça pourrait marcher. Retour à la vidéo. Alors, écoutez, passons à autre chose, car le Dr. Gary Nolan a encore dit des choses fascinantes et ce fut une excellente conversation. Nous mettrons un lien ci-dessous vers cette interview complète, alors n'hésitez pas à aller la consulter. Comment devrions-nous considérer l'absence complète ou quasi complète de preuves aussi concrètes, étant donné une présence mondiale potentiellement si omniprésente et de longue date? Est-ce que c'est ne laisser aucune trace? Est-ce que c'est brouiller les pistes? Ou est-ce que les preuves sont en fait tout autour de nous, mais nous n'avons juste pas le filet conceptuel pour les capturer ou le filet de collecte de données? Eh bien, c'est un peu comme avec les scientifiques. Je veux dire, quand un autre scientifique me parle de quelque chose concernant ce qu'ils obtiennent comme résultat dans leur laboratoire, je n'ai pas besoin d'aller me tenir au-dessus des épaules de leurs postdoctorants ou de leurs étudiants en doctorat pour valider cela.
Je le contextualise avec d'autres choses que je connais. Et tant que ça correspond, je pense. Pardon, quelle était votre question exactement? Oh, simplement, c'est comment devrions-nous aborder l'absence quasi totale de preuves? Est-ce le gouvernement qui le dissimule? Est-ce le NHI? Fait-il partie du système de contrôle qui évite de le laisser à découvert pour que nous le trouvions? Je veux dire, vous, selon le point de vue, on pourrait dire que c'est le système de contrôle qui continue de vous induire en erreur, de vous manipuler vers un certain avenir. Vous pourriez alléguer des théories du complot ou qu'ils sont devenus sacrément doués pour ramasser les preuves avant que quiconque d'autre ne le puisse. Vous savez, ou peut-être que la seule preuve, peut-être que la preuve n'est pas universelle, peut-être que la preuve est personnelle. Vous savez, je veux dire, c'est vraiment l'un des points sur lesquels je voulais insister à propos des scientifiques. C'est je n'ai jamais vu d'ADN. Quand j'étais postdoctorant, j'ai cloné le gène qui active le VIH. C'était mon projet. Il s'appelle NFKB, P65, RELA. Et pourtant, je ne l'ai jamais vu. Ce que ça fait, et il me pose, vous savez, j'étais en compétition avec des dizaines d'autres laboratoires. Et heureusement, nous avons gagné. Vous savez, et si je n'avais pas fait ça, je n'aurais probablement pas obtenu mon poste à Stanford. Et donc, je n'ai pas besoin de le voir de mes propres yeux. J'ai juste besoin d'en observer l'effet pour savoir que c'est bien réel. Et la plupart des biologistes, nous n'avons jamais vu de protéines, mais nous savons comment ajuster le système pour que la protéine, du moins notre vision de ce qu'il y a dans la boîte noire, fonctionne. Moi, mais je n'ai absolument pas besoin de la permission de mon père pour savoir ce que je sais, ce que je connais. Et je vais continuer à agir personnellement en me basant sur l'hypothèse qu'il y a bel et bien quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Je veux dire, quelle sacrée bonne question posée par c'est Reed Summers qui a posé cette question à Gary. Quelle excellente question. Je ne crois pas l'avoir déjà entendue auparavant et je dois dire que c'est vraiment, vraiment une très bonne question et ça me fait y réfléchir. Je n'ai pas vraiment de réponse à cette question, pour être tout à fait honnête avec vous. Mais j'aime beaucoup ce que Gary a dit à ce sujet, vous ne trouvez pas? Vous savez peut-être que la notion de preuve, elle est peut-être très personnelle pour chacun, n'est-ce pas? Et regardez bien, je pense aussi que nous avons absolument besoin de preuves pour le monde entier, des preuves scientifiques, bien entendu. Et je suis absolument certain que Gary serait entièrement d'accord avec cette idée. Mais juste pour faire une toute petite parenthèse, une observation en marge, n'est-ce pas? Ça, il y a des éléments dans notre vie où la preuve est personnelle, n'est-ce pas? Vous savez, certaines personnes diront, eh bien, si vous avez des pensées positives, vous aurez une vie plus positive. Où est la preuve de cela? Je crois que c'est vrai, en fait. Il n'y a pas de preuve, mais c'est une preuve personnelle, n'est-ce pas? Et au final, qu'est-ce qui compte d'autre? Ça affecte ma vie. C'est ce que je pense. Je pense qu'une pensée plus positive et optimiste dans votre vie peut vous aider à avoir un effet plus positif et réaliste. Maintenant, il y a eu des études à ce sujet, mais ce n'est pas comme si c'était un fait prouvé, n'est-ce pas? Et je peux penser à beaucoup d'autres exemples comme ça, n'est-ce pas? Un régime qui fonctionne pour vous et dont les médecins pourraient dire « Ah, ça ne marche pas. Oui, mais nous sommes des individus. » Nous sommes tous des individus uniques sur cette planète. Alors, ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionne pas pour tout le monde, n'est-ce pas? Alors, cette idée de preuve personnelle est vraiment très intéressante, tout comme la divulgation personnelle, et je peux tout à fait respecter cela. Si quelqu'un me dit, écoute, je crois en ça, et c'est la seule chose qui compte. Franchement, mec, j'ai un respect total pour ça, pour être tout à fait honnête avec toi, tu vois. Ben, ça, correct, Ishbury, n'est pas nécessaire que le monde y croit. Je comprends. Mais si nous voulons des études, des financements et tout le reste, il nous faudra une preuve acceptée par la communauté scientifique et mondiale. Je veux dire, ça va juste devoir arriver. Mais en attendant, il n'y a rien de mal avec une preuve personnelle et j'aime vraiment ça. Et vous savez, Gary Nolan dit qu'il n'a jamais vu d'ADN, n'est-ce pas? Mais nous savons bien que ça existe, n'est-ce pas? Je ne sais pas. J'ai juste trouvé que c'était une question vraiment fascinante et une réponse tout aussi captivante. Et pour être tout à fait honnête, je ne sais vraiment pas quoi ajouter à ce sujet. Alors s'il vous plaît, faites-le moi savoir dans la section des commentaires. Je suis certain que beaucoup d'entre vous, vous êtes très intelligents. Vous me le faites savoir à chaque vidéo, vous savez, que j'ai tout faux et que vous avez tout compris. Alors, faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Maintenant, cette prochaine partie, certaines personnes pourraient ne pas apprécier ce que le Dr. Gary Nolan a à dire ici, donc je l'ai gardé pour la fin, mais j'ai trouvé que c'était tout à fait raisonnable. Et je dois être honnête, je suis plutôt d'accord avec lui.
Que pensez-vous des personnes qui affirment avoir eu une exposition directe à une intelligence non humaine comme preuve en soi? Vous savez, je ne le rejette absolument pas. Vous savez, parce que comme tout le monde le sait, j'ai publiquement déclaré quand j'étais un tout jeune garçon, j'ai vu de petites choses dans ma chambre qui, vous savez, ce n'est que 20 ans plus tard que j'ai pu regarder en arrière et me dire, c'est exactement ce que d'autres personnes voyaient. N'est-ce pas? Alors, moi, je ne vois pas ça comme une preuve. Je veux dire, ça pourrait être une sorte vous savez, un truc junguien, comment dire, vous savez, le subconscient, comment dire, quel est le terme exact? Le inconscient collectif. Merci. Alors, l'inconscient collectif. Donc, ça pourrait n'être qu'une simple métaphore, une image que n'importe qui pourrait facilement percevoir et comprendre. Mais vous savez, personnellement, je ne l'écarte pas d'un revers de main. Et c'est précisément la raison pour laquelle, en fait, j'ai lancé un appel à l'aide publiquement. Et un statisticien m'a effectivement contacté pour cette question fondamentale. Combien d'anecdotes sont nécessaires pour établir une vérité incontestable? Oui, c'est tout à fait. Et donc, ce qu'a dit, et sa réponse, ça a été non. Eh bien, on peut tout simplement y appliquer des a priori bayésiens. Et le problème, bien sûr, c'est ce que j'avais soulevé, c'était la contagion sociale. En ce sens que vous pouvez influencer les autres et leur récit simplement parce que vous l'avez déjà entendu auparavant. C'est pourquoi, par exemple, Jacques Vallée affirme, si vous pensez avoir vécu une expérience, ne vous soumettez surtout pas à l'hypnose, car vous seriez contaminé par des éléments, vous savez, des choses que vous avez pu voir à la télévision. Et tout ce que l'hypnose pourrait faire, c'est consolider un souvenir qui ne correspond pas à la réalité. D'accord. N'est-ce pas? Alors, vous savez, ce que je demanderais, si quelqu'un souhaite interagir, c'est l'une des choses que j'ai soulevées durant la conférence elle-même, à savoir, dites-moi quelque chose que je ne devrais pas savoir. Dites-moi quelque chose que les êtres humains ne devraient pas savoir. Dis-moi comment faire une machine. Je ne devrais pas du tout savoir comment faire ça. Vous savez, c'est pour moi une preuve d'interaction avec quelque chose d'autre. Vous savez, Gary, c'est vous qui avez eu l'occasion de mentionner, lors de votre intervention que vous avez faite plus tôt, que... Oh non, je me suis trompé, désolé. Je vais le mettre à jour un peu parce que, vous savez, je me moque de Neil deGrasse Tyson tout le temps. Mais il a raison dans ce contexte. Il dit, vous savez, apportez-moi un cendrier extraterrestre. Eh bien, les extraterrestres ne devraient pas fumer en premier lieu. Ils devraient être plus sensés. Mais vous savez, je pense que la preuve, la vérité de ce qu'il dit, c'est « Apportez-moi quelque chose qu'il possède et que nous n'avons pas, que je puisse attribuer à une origine non humaine. » D'accord. De ce point de vue, il a absolument raison. Dis-moi quelque chose que je ne devrais pas savoir. J'adore ça. Hein, dis-moi quelque chose que tu ne saurais pas. C'est en fait ce qu'il dit, non? Mais tu sais, tu as vécu une expérience. Ne te fais pas hypnotiser. Vous serez influencé par le moment où vous avez vécu cette expérience et le moment où vous avez été hypnotisé. Vous allez être influencé par les choses qui vous entourent. Et je sais que beaucoup de gens n'aimeront pas ça, car il y a beaucoup d'histoires qui viennent de personnes hypnotisées, de thérapies de régression, n'est-ce pas? Ils plongent au plus profond de leur esprit et en ressortent avec de nouvelles histoires, de nouvelles choses et tous ces détails. Et j'apprécie vraiment que Gary dise ça pour être honnête avec vous, parce que je suis tout à fait d'accord. Et ça va mettre beaucoup de gens en colère pour être honnête avec vous, n'est-ce pas? Mais vous savez, tout d'abord, c'est une excellente question. À celui qui l'a posée, n'est-ce pas? C'est une excellente question. Je ne pense pas l'avoir déjà entendue. Encore une fois, c'est une interview absolument fascinante que personne n'a encore vue. Alors, le lien se trouve juste en dessous. Allez regarder l'intégralité de cette émission, car ils y abordent de nombreux points. C'est une conversation très intelligente sur le phénomène, un sujet que j'apprécie vraiment. Je vous recommande vraiment d'écouter l'intégralité de l'épisode. Et je ne dis pas ça souvent, vous le savez, alors je vous le conseille vivement. Ce sont vraiment d'excellentes questions. Ça, quelle excellente question, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si vous avez eu une expérience personnelle, est-ce que ça peut être considéré comme une preuve, n'est-ce pas? En gros, c'est comme dire, eh bien, j'ai eu une expérience avec un non-humain, donc c'est la preuve. Oui, mais c'est subjectif et anecdotique, non? Et les gens le dénaturent en essayant d'en tirer plus d'informations en utilisant toutes ces autres techniques qui ne sont pas vraiment prouvées, c'est-à-dire l'hypnose, non? Et en revenant juste à cette thérapie régressive, n'est-ce pas? Donc, oui, j'ai trouvé que c'était une question fascinante et je sais que ça touche beaucoup de gens parce que je sais que beaucoup de gens ont eu des expériences, ce que je peux tout à fait comprendre.
J'ai rencontré tant de gens si authentiques et sincères qui ont vécu quelque chose qu'ils ne peuvent expliquer, n'est-ce pas? Alors, ils peuvent théoriser ou ceci ou cela sur ce que c'est, peu importe, mais ils disent carrément, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai entendu, voilà ce que j'ai senti, voilà ce que j'ai ressenti, peu importe. C'est ça, je ne sais pas, vous savez. Et certaines personnes, vous savez, commencent à écrire des livres, elles vont à des conférences et tout d'un coup, elles ont, vous savez, 35 nouvelles expériences à partager du genre « Oh, j'ai été hypnotisé et maintenant, vous savez, je parle à la dame. » Vous savez, c'est genre « Attendez, quoi? Il y a des trucs complètement fous là-dedans, n'est-ce pas? Et nous devons faire le tri dans tout ça, n'est-ce pas? » C'est comme si tu devais garder ton expérience brute et intacte pour qu'elle ne soit pas altérée, n'est-ce pas? On ne veut pas de sang dans l'eau. Un clin d'œil à Dave Matthews Band, mais tu sais, j'ai trouvé ça une super question et une super réponse de Gary. Et encore une fois, je vous conseille vivement d'aller voir cette interview. Je mettrai un lien ci-dessous et n'oubliez pas, ma bande-annonce de Psyonix arrive. S'il vous plaît, allez le soutenir, regardez-le et vous savez, partagez-le. Je vais en parler pendant un bon moment. Le film ne sortira que l'année prochaine, mais nous voulions absolument sortir une bande-annonce plus tôt, comme on le fait habituellement, d'accord? Et je suis certain que nous aurons d'autres choses à vous montrer en cours de route. Je vais également publier d'autres interviews issues du documentaire qui n'ont pas été incluses dans le montage final. Maintenant que je l'ai vu, je sais exactement ce qu'il contient. Donc, j'ai filmé beaucoup de choses qui n'ont tout simplement pas été retenues pour le documentaire. Donc, je vais en publier beaucoup plus de ce contenu. Des interviews complètes avec des gens et des entretiens plus longs, n'est-ce pas? La partie après la sortie du documentaire, s'ils sont dedans, je vais publier l'intégralité de l'interview après ça de certaines de ces personnes. Mais pour être honnête, vous savez, le réalisateur a fait un excellent travail. Nous avons inclus tous les meilleurs moments. Je pense vraiment que c'est le meilleur de ce que nous avons enregistré pour raconter une histoire cohérente. Il peut y avoir d'excellentes choses que vous avez filmées, mais qui ne correspondent pas au reste de ce que vous essayez de montrer, n'est-ce pas? Vous devez raconter une histoire, n'est-ce pas? Alors, en tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir regardé. J'espère vraiment que vous apprécierez la bande-annonce. On se retrouvera pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, Vetas, chaque jour est un cadeau. Tout le monde. La paix soit avec vous. Patrick, ici Johnny Thomas du podcast Johnny Thomas, mon frère. Je voulais juste te dire que je t'aime. Je sais à quel point ce travail est difficile. J'ai été vraiment malade, en fait, avec la maladie de Lyme. J'ai été à l'hôpital en avril avec des caillots de sang dans les poumons et ça m'a empêché pendant un moment de faire des spectacles en direct. J'ai commencé ça pour m'amuser avec mon neveu Ron et on a fait quelques spectacles, mais je n'ai pas pu en faire à cause de ma santé. Mais je me sens bien aujourd'hui et les vacances approchent et tout ce dont vous parlez m'intéresse beaucoup, surtout 3i Atlas. Et si c'est un commentaire, alors là, je serais vraiment choqué. Je veux dire, c'est incroyable ce que ça fait et tout ce qui se passe avec ça et à Villeub et je suis tout ça d'assez près. Mais je voulais juste dire que je suis vraiment fier de toi. Tu fais un excellent travail. J'adore vraiment regarder le podcast. C'est beaucoup de travail. Continuez et j'espère pouvoir en faire un bientôt. J'ai fait pas mal d'allers-retours à l'hôpital, comme je l'ai dit. Le lendemain de mon anniversaire, le 16 novembre, ils m'ont emmené en ambulance. Mais je vais bien, comme je l'ai déjà dit, et je prends les choses au jour le jour, mais je suis quelqu'un de solide. Alors, quoi qu'il en soit, beaucoup d'amour à vous tous et continuez d'avancer. Prenez bien soin de vous.